Salut. On a tous eu notre petite préférence PlayStation, Xbox ou Nintendo. Peut-être même que certains d'entre vous ont défendu leur marque préférée sur internet ou dans la cour de récré, mais bon, je pense que ça a rarement été beaucoup plus loin. Et pourtant, ça existe, les fans hardcore. Et il y en a un dont il faut absolument que je vous parle tant son histoire est folle. Un gosse si fasciné par la console de Microsoft que lui et ses petits copains, en poussant un peu trop loin la fascination pour la machine, finiront par devenir les pires cauchemars de la boîte de Bill Gates, mais aussi d'Epic Games et d'Activision au passage. Des ados qui dépasseront toutes les limites pour assouvir leur soif de connaissance et leur curiosité sur ces géants du jeu vidéo. Et pour tout le reste, vous n'êtes mais vraiment pas prêts. Je vais vous raconter l'histoire littéralement dingue d'Xbox Underground. Tout commence en 1992 au Canada. C'est cette année-là que naît David Pokora. Oui, comme le chanteur français, mais avec moins de reprises de Goldman à son actif. Lui, ça va être le gars central de notre histoire. Très tôt dans son enfance, David va développer une passion pour le code et les programmes informatiques. Et autant le dire, c'est carrément un petit génie. En primaire, déjà, alors qu'Internet c'était encore un truc ultra obscur, il bidouillait des navigateurs web. Il a même raconté qu'une fois, en vacances en Pologne dans la famille de sa mère, il a appris Visual Basic pour tuer le temps. Voilà, comme ça, sans même avoir de connexion Internet pour s'aider. Du coup, je pense que vous voyez le genre de gamin. Et en parlant de programme informatique, est-ce que vous connaissez Odoo, le partenaire de cette vidéo? Odoo, c'est un logiciel qui est rempli d'applications. Vous pouvez gérer entre autres votre compta, votre inventaire, vos campagnes marketing. Bon, en gros, tout ce qu'il faut pour gérer votre activité ou votre entreprise, ils le font. Mais c'est aussi, et c'est de ça dont je veux vous parler, une plateforme pour créer votre site internet on ne peut plus facilement et gratuitement. Pas besoin d'être un crack comme Pokora, avec leur outil, tout est ultra intuitif. Choisissez un template parmi la tonne qu'ils proposent et puis customisez-le avec des blocs à drag and drop pour un résultat sans compromis. Non, vraiment, c'est vraiment ultra simple d'utilisation. Vous pouvez modifier tout très facilement, le texte, les couleurs, la police, les images, les vidéos. D'ailleurs, pour info, Odoo, ils sont même liés à Unsplash, c'est une bibliothèque d'images libres de droit. Si vous connaissiez pas Unsplash avant, rien à voir, mais allez checker parce que c'est vraiment trop pratique. Et la cerise sur le gâteau, c'est que créer votre site, comme je vous le disais, est totalement gratuit. En fait, ils vous offrent la première appli à vie. Quant à l'hébergement et le support, ils sont également inclus en illimité et un nom de domaine vous est offert pendant 1 an. C'est quand même pas mal. Vous trouverez un lien pour créer votre site internet dans la description avec Odoo et puis évidemment, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Le vrai premier tournant dans notre histoire arrive en 2001. David a alors 9 ans et son père débarque un soir à la maison familiale avec une grosse brique noire floquée d'un cercle vert, la Xbox, la nouvelle et surtout première machine du géant Microsoft dans le monde du jeu vidéo, débarque dans la vie de Pokora. Pour lui, c'est une révélation. Sa Super Nintendo va finir très rapidement au placard, il va très vite se prendre de passion pour la nouvelle console. Alors, il va s'éclater comme tous ceux qui y ont joué à défoncer du Covenant sur Halo, mais son vrai grand kiff à lui, c'est surtout d'essayer de comprendre comment ce tas de ferraille et de circuits imprimés qu'il a sous les yeux fonctionne. Et donc, tout naturellement, il va commencer ses recherches sur internet pour essayer d'en apprendre plus. Et la surprise, David Pokora n'est pas du tout le seul dans son délire. Sur un forum, il va rencontrer toute une bande de petits hackers en herbe comme lui qui veulent littéralement désosser les secrets de la Xbox. Ces mecs avaient ouvert la console et avaient analysé les flux de données qui circulaient entre ces différents composants. Et il s'était très vite rendu compte que pour une première excursion dans le monde du gaming, Microsoft avait sacrément fait de la merde. Le plus gros souci, et de très loin, c'est que le géant américain avait laissé la clé de décryptage du code de démarrage de la machine dans une zone accessible de sa mémoire. Oui, je traduis, c'est comme si tu laissais les clés de ta bagnole dans ta bagnole. Avec cette clé, concrètement, tu pouvais faire de la Xbox ce que tu voulais en fait. Tu pouvais y foutre Linux, de la musique, la transformer en Super Nintendo ou en Dreamcast. Enfin, tout était possible. Toutes ces sécurités étaient à partir de ce moment-là bonnes à jeter. On est donc à peine 1 an après que David ait reçu sa console. Il n'a que 10 ans et c'est pourtant déjà le début des conneries. Lui et ses nouveaux potes en ligne vont alors bidouiller le code d'Halo, faire un peu de modding et de cheat, mais bon, sans prétention, rien de fou, puisque dans tous les cas, ils sont cantonnés à leur machine. Ils échangent leurs exploits sur leur forum, mais ça peut pas aller beaucoup plus loin. Ça reste en fait encore assez bon enfant, mais c'est suffisant pour qu'ils commencent à se faire la main. Avance rapide de 3 ans, on arrive alors en 2005 et il est temps d'accueillir la 7ème génération de consoles de salon. Et Microsoft, ils vont évidemment y participer avec ce qui est encore à ce jour leur plus gros succès, la Xbox 360. Bon, et cette fois-ci, ils ont fait attention, c'est terminé les erreurs de débutants. Toutes les failles flagrantes de son aîné sont corrigées. La console refusait catégoriquement d'exécuter du code qui n'avait pas été validé par Microsoft. Et ça forcément, ça va vite être un problème pour Pokora et ses potes apprentis craqueurs de console. À moins que tu ne trouves le moyen de faire valider du code comme si toi t'étais Microsoft. Et évidemment, un truc qui permet de faire une telle chose existe,
les dev kits. Pour les néophytes, en gros, un dev kit, ça ressemble à une Xbox 360 normale, sauf que le logiciel à l'intérieur est bien différent. Via une Xbox dev kit, tu peux rentrer dans le code des jeux en fait pour les débugger notamment, et normalement, il y a évidemment que les studios qui ont prévu de sortir des jeux sur la console qui ont accès à ce genre de machine. C'est Microsoft qui les envoie qu'à des studios rigoureusement sélectionnés. Donc, je la fais courte, mais c'est extrêmement rare. Fais voir combien de temps il reste à la vidéo là. Et évidemment, ils ont trouvé une solution. Il se trouve qu'un mec de 38 ans, un certain Roddy Van Cleave, vivant dans un bled à côté de San Francisco, était le voisin d'un centre de recyclage d'Xbox 360. Je dis recyclage, mais en réalité, ces mecs, ils récupéraient essentiellement le lecteur DVD des consoles et ils savaient pas réellement quoi foutre en fait du reste des machines qui finissaient 90% du temps à la benne. Alors un beau matin, en sachant ça, Roddy, il est allé négocier avec les recycleurs pour voir s'il pouvait pas, contre quelques billets, fouiller dans les piles de cartes mères qui de toute manière leur servaient à rien. Marché conclu, et après plusieurs essais, ça a fini par payer. Roddy trouva la carte mère qui, une fois connectée à sa Xbox, lui proposa au démarrage le menu de débugage. La fête pouvait reprendre. Roddy va continuer comme ça pendant des mois et va en réalité trouver des dizaines de dev kits dans les stocks des recycleurs. Il en offrira même un comme cadeau de mariage à un de ses meilleurs potes. Ça, on pourra pas dire que c'est pas original. Quant aux autres, il va les revendre discrètement sur internet et c'est comme ça qu'il va rencontrer David. Et évidemment, ce dernier va lui en acheter un, mais il va aussi se mettre à en revendre pour lui entre 1000 et 3000 dollars. À l'époque, pour vous donner un ordre d'idée, une 360 normale, c'est 400 dollars. Et à jouer les revendeurs, Pokora il va se faire quelques potes, dont un certain Justin May, un gosse américain qui résidait dans le Delaware. Retenez son nom, il est important. C'est à peu près à la même période que David, qui hackait comme un sagouin Halo 3 sur son dev kit, fera la rencontre d'un autre membre crucial de son équipe sur des forums, un Californien de 18 ans, Anthony Clark. Ces trois-là ne le savent pas encore, mais ils vont aller très loin ensemble. Clark et Pokora vont rapidement devenir meilleurs potes, et ensemble, ils vont continuer de retourner le code d'Halo 3, créer des tonnes de mods et de cheats qu'ils vont partager sur PartnerNet. Alors PartnerNet, c'est comme le Xbox Live, mais uniquement dédié aux développeurs possédant un dev kit. Et ils font, mais alors tellement nimp avec le jeu, que même Microsoft et Bungie iront jusqu'à les repérer, et tenez-vous bien, iront les féliciter pour leur ingéniosité, même s'ils savent pertinemment que ces gamins ont rien à foutre là, et qu'ils ont probablement du matériel volé. Et justement, féliciter ces gosses, c'était la pire idée du monde. Ils auraient vraiment juste mieux fait de fermer leur gueule. Parce que, comme l'expliquera Pokora plus tard en interview, ce sont ces commentaires des développeurs qui, alors adolescents, lui ont un peu donné le sentiment d'un espèce de feu vert des géants de l'industrie. Pas bon signe. Enfin bref, la situation elle restera assez stable jusqu'en 2009. Pokora et Clark, ils vont voler quelques bêtas de jeux en passant par PartnerNet, mais il y a rien de vraiment notable. Dans tous les cas, pour faire leur connerie, ils sont limités à ce réseau en ligne de développeurs pour Xbox 360. Sauf que, à la veille de la nouvelle décennie, enfin une faille a été trouvée sur les modèles de base de Xbox 360 vendus dans le commerce à tout le monde, 4 ans après la sortie de la console. Aïe 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 aïe. Je vous passe les détails, mais en gros, en branchant une carte électronique spécifique sur certaines broches de la carte mère des Xbox 360, toutes les défenses de la console sautaient quoi. Ce piratage, il a été baptisé le G-Tag, et peut-être que certains d'entre vous en avaient entendu parler à l'époque d'ailleurs. En 2009, depuis le lancement de la Xbox 360, le Xbox Live c'est devenu colossal. On parle de 23 millions d'abonnés, et parmi eux, un sacré paquet était prêt à payer très cher pour écraser leurs adversaires en ligne. Et ça, pour Pokora et Clark, c'était le moment de faire de l'argent. Fini l'entraînement entre nerds sur PartnerNet. Alors tenez-vous bien, parce que c'est fou, ils ont piraté Call of Duty Modern Warfare 2, créé des lobbies spécifiques modés uniquement dédiés aux possesseurs de consoles craquées, et dans lesquels tous les cheats, aimbot, Wallach, Super Speed, No-Scope étaient autorisés, ok? Et ils en faisaient payer l'accès jusqu'à 100 $ les 30 minutes. 100 $ pour jouer à Modern Warfare 2 sous crack, frérot, avec d'autres abrutis comme toi. Et là, vous vous dites sûrement qu'en vrai, si les cheaters ils restaient sur des serveurs uniquement entre eux, ça va, ok, tu vois. Oui, alors, ça a pas duré longtemps, hein. Ils ont hésité quelques jours, puis ils ont fini par vendre une option d'infection entre 50 et 150 $, permettant aux joueurs modés de retourner après leur passage sur les lobbies craqués, sur les lobbies normaux, pour littéralement enculer tous les autres joueurs. Donc, si vous vous êtes fait bolos par des cheaters à l'époque de Modern Warfare 2 sur le multi, maintenant, vous savez probablement d'où ça venait. D'un mec qui porte le même nom de famille qu'un chanteur français has-been et de son meilleur pote. Gros coup dur. En vrai, j'y pense, mais MW2 à l'époque c'était tellement incroyable que même malgré ça, ça aurait pu donner un épisode de dernière game. Mais en vrai, je vous en ai même jamais parlé de ce truc. Je vais en profiter puisqu'on parle jeux vidéo. Désolé du coup, petite parenthèse, mais ça va faire plaisir à ceux qui sont là depuis l'époque du jeu vidéal. Dernière game, c'est une émission qu'on a montée avec toujours Thomas et Nostalgeek sur la toute petite chaîne RTBF-XP et qui parle de jeux vidéo qui sont selon nous genre exceptionnels. Il y a déjà quelques épisodes qui sont sortis, entre autres God of War, Outer Wilds et Sekiro. Et 8 autres sont encore à venir, ça va être une très belle saison. Je vous laisserai aller voir ça si ça vous intéresse. Je vous mets aussi le lien en description.
Dans leur témoignage, c'est marrant, ils expliquent qu'au début, ils voulaient avoir un peu d'éthique et tout, mais quand ils ont vu l'oseille couler à flot, ils ont fait, allez, nique sa mère. Ils avaient tellement de clients que Clark et lui ont dû embaucher des employés pour faire face à la folie. Ils faisaient jusqu'à 8000 $ quotidiennement de chiffre d'affaires, les gonzes. Il vit encore chez ses parents, hein, mais il se fait plus chier, c'est resto gastro tous les soirs, hôtel de luxe avec sa meuf et tout. Et gros, il enchaînait les concerts de ses groupes de métal préférés pendant que toi et moi, on se faisait 3-6 no-scope aimbot à travers tout terminal sans pression. Et vous allez me dire, mais wesh, Microsoft, ils faisaient rien. Bah, ils ont essayé de lutter vite fait contre les consoles craquées JTAG, mais Pokora, il a réussi à baiser le programme de vérification du géant américain en faisant passer les consoles infectées pour valides. En gros, il envoyait le programme de vérification de Microsoft dans des dossiers bidons à l'intérieur desquels il était écrit « Ok, t'inquiète, tout va bien ». C'est aberrant. Quant à Activision de leur côté, donc c'est les éditeurs de Call of Duty, ils ont fait un peu mieux, ils ont quand même réussi à trouver l'identité de Pokora, ils lui ont envoyé quelques mises en demeure, mais ils ont jamais concrétisé vraiment leur menace. Et du coup, ce laxisme aux yeux des ados, bah c'est encore passé comme un signal que quelque part leur business était toléré. Non mais, qui se dit ça sérieux ? Notre histoire avance et on arrive alors doucement en 2010. Ils sont toujours deux, Clark et Pokora. Justin May traîne un peu avec eux, mais c'est surtout Pokora qui a fini par se faire une vraie réputation au sein des hackers de Xbox. Et c'est là que les opportunités vont commencer à arriver à lui. Cette année-là, un certain Dylan Wheeler, un jeune Australien de 14 ans complètement baisé, mais ça viendra plus tard, contacte Pokora. Il explique qu'il est un vrai fan et qu'il a besoin de son aide parce que après quelques recherches et 2-3 infos volées, il a réussi à pénétrer le compte de l'entreprise d'un employé d'Epic Games, mais c'est pas trop comment aller plus loin. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, Epic Games, c'est sûrement Fortnite, mais hormis ça, effectivement, et son moteur de jeu ultra connu Unreal Engine, bah au-delà de ça, à l'époque, Epic, c'est surtout une série, vitrine de la Xbox, Gears of War. Et la proposition de Dylan Wheeler, faut se rendre compte, c'est dans tout autre niveau que ce que Pokora avait fait auparavant. C'est plus juste vendre des petites cheats là. On parle maintenant de s'introduire dans un réseau privé fortifié où une entreprise garde ses données les plus sensibles. Il a accepté. Ils ont passé des semaines à éplucher au peigne fin le réseau et les données d'Epic en se faisant passer pour un informaticien de la boîte. Jusqu'au jour où ils ont trouvé une clé USB reliée au réseau, c'est sûrement un mec qui avait oublié de la débrancher de son PC dans les locaux d'Epic, sauf que cette clé contenait tous les identifiants et les mots de passe de la société. Frère, c'est quoi ces procédures de sécurité, gros ? Petite parenthèse parce que, pour l'anecdote, c'est gaulerie. Maintenant qu'ils avaient tous les codes de connexion de tous les employés d'Epic, ils se sont amusés à aller fouiller dans ceux de Cliff Bleszinski. C'était à l'époque le directeur du studio. Et ils ont trouvé ces dossiers musicaux, dont certains étaient spécifiquement dédiés à ses trajets dans sa Lamborghini et qui étaient remplis de Miley Cyrus et de Taylor Swift. Et plus tard, Cliff a même confirmé l'info en interview. Voilà, donc on parle quand même d'une série de jeux vidéo dans laquelle on incarne un mec qui tranche des aliens avec des fusils tronçonneuses. C'est... Bref, fin de parenthèse. Wheeler et Pokora, ils vont ensuite faire appel à un certain Sanad OD Neishewat qui les aidera à exporter toutes ces données des serveurs d'Epic pour les sécuriser chez eux. Et dans toutes ces données, au-delà des playlists musicales de Cliff Bleszinski, se trouvait, tenez-vous bien, une version quasi définitive de Gears of War 3 dont la sortie était prévue 4 mois plus tard dans l'année. Bon, ça c'est le genre de truc, par exemple, normalement t'évites d'y toucher, tu vois. Bah pas Pokora visiblement, puisqu'il a voulu flex et il en a envoyé des copies à ses potes de l'époque où il revendait des dev kits, et ce qui devait arriver arriva quelques jours seulement après. Gears of War 3 était intégralement disponible 4 mois avant sa sortie sur Pirate Bay. Faites alors entrer dans la partie les fédéraux. Forcément, un jeu comme Gears of War, c'est des millions de dollars d'investissement. Alors évidemment, Microsoft et Epic, ils allaient pas laisser passer ça. Le FBI a commencé à travailler avec Epic pour identifier d'où venait la fuite. Et vous savez comment Pokora et ses 3 potes, ils l'ont appris qu'ils avaient une enquête sur le dos ? En lisant illégalement les mails d'employés avec les fédéraux qui mentionnaient l'enquête. Vraiment, y a rien qui n'a de sens, sauf que, coup de bol, l'affaire a pataugé, les mails ont petit à petit cessé et les ados en ont visiblement conclu que le FBI et Epic n'avaient sûrement pas trouvé la faille ni les intrus et que l'enquête avait dû être abandonnée. Ça, c'est encore un signal de merde qui leur était envoyé, comme quoi ils étaient intouchables. Ça fait 3. Et il en a pas fallu un de plus pour galvaniser Dylan Wheeler, qui a continué de faire de la merde dans le réseau d'Epic comme s'il risquait absolument rien. Il allait carrément jusqu'à prendre le contrôle des webcams de certains ordis présentes dans de grosses réunions du studio. 14 ans, voilà, juste, je le rappelle, et maintenant qu'ils étaient bien en confiance, ils allaient pas en rester là. Rappelez-vous, Epic, c'est aussi Unreal Engine, un moteur de jeux vidéo qui est ultra populaire et surtout ultra puissant. Et pour le développer, Epic Games, ils étaient pas tout seuls, ils travaillaient étroitement avec d'autres sociétés, notamment une qui était nommée Scaleform et que Wheeler et Pokora ont pu infiltrer via le réseau d'Epic. Et une fois chez Scaleform, là, c'est devenu vraiment n'importe quoi. Bon, déjà, là, ça y est, il y avait beaucoup trop de données à traiter. Alors, ils en ont profité pour recruter 2 autres larrons en foire qui ont rejoint la petite équipe qui se faisait dorénavant appeler Xbox Underground. Un certain Austin Alcala, c'était un lycéen de l'Indiana,
et Nathan Leroux, le fils d'un mécano du Maryland. Leroux, il s'était notamment fait remarquer parce qu'il avait réussi à créer un cheat qui permettait d'avoir de l'oseille illimitée sur FIFA 12, et retenez ça parce que ça aura son importance. Bref, l'équipe d'Xbox Underground renforcée, fière maintenant de ses 6 membres plus ou moins actifs, ils pouvaient commencer à éplucher leur nouvelle mine d'or, Scaleform. Alors Scaleform, ils bossaient avec un paquet de conglomérats d'Hollywood, mais aussi des titans de la Silicon Valley, sans oublier évidemment une tonne de studios de jeux vidéo autres qu'Epic, dont entre autres Zombie Studios. Pour ceux qui y ont joué, c'est les mecs qui ont développé Spec Ops The Line. Ça va jusqu'ici, tout le monde suit? Via Scaleform, les petits gars d'Xbox Underground, ils arrivaient à infecter beaucoup d'autres réseaux, c'est comme une toile d'araignée qui n'en finit jamais. Et quelle fut leur surprise quand en s'infiltrant dans le réseau de Zombie Studios, ils ont réalisé que cette équipe de dev en particulier n'avait pas qu'un pied dans le jeu vidéo de divertissement. Oh non, Zombie Studios avait un contrat avec le Pentagone pour développer un simulateur de vol pour l'Apache AH-64D. Et c'est avec cette découverte spécifiquement qu'ils ont commencé à comprendre qu'il y en avait peut-être un dans leur bande qui était, comment dire, un petit peu plus aventureux que les autres. Dylan Wheeler, celui qui était à l'origine du piratage d'Epic, lorsqu'il a suggéré, je cite, de vendre le simulateur aux Arabes. Bon, de ce que j'ai lu, je crois que ça n'a jamais abouti et qu'ils ont juste laissé ça là. Enfin, une putain de réaction sensée. Mais bon, un jour, à force, il fallait nécessairement que ça prenne le virage de trop. Et cette connerie à ne pas faire allait porter un nom: Durango. Le projet Durango, c'était le nom du prototype de la Xbox One qui était prévu pour sortir en 2013. Et évidemment, depuis le temps qu'il traînait dans les fichiers de Microsoft, ils avaient fini par mettre la main sur ses plans de conception. Alors peut-être que vous vous imaginez qu'ils ont essayé de les revendre à la concurrence, un truc pour faire de l'oseille, un truc logique comme ça. Non, vraiment pas, ça c'est pas assez marrant, je crois. Non, ils ont ni plus ni moins que décidé de la fabriquer avec les composants disponibles à l'époque sur le marché. La recherche et développement avait déjà été faite pour eux, donc bon, autant en profiter quoi. Donc oui, il a existé une petite fenêtre temporelle durant laquelle vous pouviez acheter à des ados turbo nerds aux États-Unis une contrefaçon d'un prototype de Xbox One 1 an avant sa sortie. Qu'est-ce que je fais encore là, gros? J'abandonne. Et bien sûr, ouais, évidemment, ils ont trouvé un acheteur. Un type aux Seychelles était prêt à mettre 5000 $ pour la contrefaçon. Alors, un des membres de la bande, Leroux là, celui qui à la base faisait des pièces sur FIFA, l'a fabriqué et ils l'ont expédié. Sauf que la machine n'est jamais arrivée. Et ça, cet instant très précis, c'est le début de la fin. Wheeler, qu'on savait déjà un peu instable depuis qu'il avait suggéré de revendre des simulateurs militaires obtenus illégalement, entre autres, mais là, complètement pété les plombs. Toute la bande en fait, mais vraiment spécifiquement lui. Pour eux en fait, la contrefaçon, elle avait forcément dû être interceptée. Ils avaient dû trop prendre la confiance, ce qui est pas complètement faux en soi, et forcément, ils avaient laissé trop de traces et c'était une question de jours avant qu'ils soient tous démasqués. Alors, notre bon Dylan Wheeler, en roue libre totale, s'est dit que foutu pour foutu, il allait partir en légende. Que leur œuvre, non, ça pouvait pas rester dans l'ombre. Et donc il a tout naturellement décidé de mettre une autre contrefaçon du projet Durango en ligne sur eBay à la vue de tous. On retrouve encore des articles qui en parlent de l'époque sur internet. eBay a quand même rapidement fini par supprimer les 2 annonces qu'avait fait Wheeler. Mais bon, dans tous les cas, c'est trop tard, ils étaient grillés. Et c'était quand même monté jusqu'à 20 100 $. Hein. Mais bon, c'en était quand même trop, quoi. Comme je le disais, ça suffit à les faire griller. Wheeler avait pété les plombs et le groupe a commencé à se disloquer. Pokora a cessé de parler avec lui à partir de ce jour. Quelques semaines plus tard, c'est Leroux qui disparaît des radars, renforçant encore la panique des autres membres d'Xbox Underground qui pensaient qu'il était sûrement le premier à s'être fait arrêter. Avec toutes ces tensions, même Clark et Pokora, alors meilleurs amis pendant longtemps, ont fini par s'embrouiller. Clark s'est définitivement éloigné et il est retourné perfectionner le cheat de création de monnaie illimitée sur FIFA qui avait initialement été créé par Leroux pour se faire de l'oseille de son côté. Quant à Pokora, il lui restait une dernière connerie à faire. Alcala, vous vous rappelez, c'était un des derniers membres de l'équipe avec qui il était encore en contact. Et ce dernier, il avait rencontré un mec qui prétendait pouvoir lui fournir un vrai prototype Durango. Le gars, c'était un certain Arman the Cyber, et il avait expliqué à Alcala que son beau-père bossait dans les locaux de Microsoft à Redmond, qu'il y avait un paquet de Durango là-bas, qu'il en avait en plus de ça déjà volé un avec le badge de son beau-père pour son kiff perso à lui, et qu'en échange de quelques milliers d'euros et des identifiants de plusieurs comptes de développeurs que Pokora avait en sa possession, il était prêt à en voler de nouveau. La sécu, chez Microsoft en 2013, ils ont embauché que des stagiaires ou c'est comment? Je comprends plus, là c'est trop pour moi gros. Et malgré l'attention qu'avait attiré Wheeler sur eux quelques semaines auparavant, je sais vraiment pas pourquoi, mais ils ont accepté. Alors en soir de septembre, vers 21h, Arman the Cyber reproduit sa connerie. Il utilise le badge de son beau-père et s'introduit dans les locaux de Microsoft. Il restait encore quelques ingénieurs qui bossaient tard, il fallait surtout pas se faire repérer. Et bien qu'il ait déclenché des détecteurs de mouvement qui ont bien failli le faire griller, il a trouvé au 3e étage 2 modèles de Durango surmontés de talons aiguilles, alors je sais pas pourquoi, mais c'était là. Il a dégagé les chaussures et s'est exfiltré avec les 2 machines dans le sac. Le lendemain, il les a envoyés à Pokora et Alcala. Opération réussie?
Pas vraiment. Arman, cet abruti, il se fera arrêter quelques semaines plus tard parce qu'en fait, il s'était fait filmer par des caméras de surveillance et on l'a reconnu quoi. Et lorsqu'il se fit interroger sur ses intentions, Pokora et Alcala furent évidemment mentionnés. Pokora ne s'en doutait pas trop encore à ce moment-là, mais alors qu'il multipliait quand même les conneries, l'étau commençait à se refermer sur lui. En parallèle, depuis son coup d'éclat sur eBay, Wheeler, il s'était clairement pas calmé. Cet abruti, il avait reçu la visite d'un détective privé qui avait été engagé par Microsoft pour lui proposer de collaborer en échange de renseignements. Alors il a refusé, c'est beau jeu, mais après il s'en est vanté sur des forums en disant qu'il avait dit non au Microsoft Man. Eh mais juste, tu peux pas fermer ta gueule genre. Puis quelques semaines plus tard, après que son pote Neishe Watt ne soit le premier du groupe à recevoir une visite du FBI pour sa participation à la fuite de Gears of War 3 une année plus tôt, Wheeler, en apprenant ça, il a juste décidé de menacer de mort sur internet le juge fédéral qui avait signé le mandat de perquisition. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. À force de faire le malin et à trop ouvrir sa gueule sur internet, il a lui aussi enfin vu débarquer une phalange de flics devant chez lui, à Perth en Australie. Chez Wheeler, les flics saisiront pour plus de 20 000 $ de matériel informatique, parmi lesquels des disques durs avec largement plus d'infos qu'il n'en fallait pour mettre tout ce joli petit monde au trou. Pour vous dire, Wheeler il était tellement con qu'il avait pris soin de screener plein de preuves de ses méfaits juste pour pouvoir flex auprès de ses potes. Et tout ça venait s'ajouter à un dossier déjà bien costaud, monté depuis des mois et rempli de plein de traces qu'ils avaient laissées depuis qu'ils avaient commencé leur connerie sur internet, mais aussi d'énormément de preuves qui avaient été fournies aux fédéraux par une certaine personne A provenant du Delaware. Enfin bref, après des mois d'enquête, les fédéraux ont largement ce qu'il faut et l'accusation finit par tomber. Pokora, Neishe Watt, Alcala et Leroux sont accusés de 16 chefs d'accusation, dont fraude électronique, vol d'identité et association de malfaiteurs. Wheeler, lui, parce qu'il était très jeune lors de la majorité des faits, sera désigné comme co-conspirateur. Maintenant, il ne reste plus pour les États-Unis qu'à tous les attraper. Et c'est facile pour la majorité d'entre eux, à l'exception d'un, Pokora, qui je vous le rappelle, est canadien, il vivait dans la banlieue de Toronto. Pour lui, il allait falloir un peu ruser. Vous vous rappelez de Justin May, le tout premier copain de Pokora dans cette histoire, à qui il avait vendu un dev kit? Un gosse très gentil du Delaware. Bien sûr, bon, je pense que vous avez compris. Après toutes ces années, même en le connaissant bien par internet, il avait jamais rencontré David Pokora pour de vrai. Alors, quand Pokora cassa le pare-choc de sa Golf en mars 2014, et que le seul revendeur de pièces d'occasion qu'il trouva était aux États-Unis et refusait de faire des envois au Canada, elle demanda à May s'il pouvait réceptionner la pièce pour lui. Pokora aurait plus qu'à venir récupérer le pare-choc, et puis ça leur donnerait enfin en plus une occasion de se voir. Alors après avoir convenu de ça avec Justin May, quelques semaines plus tard, Pokora embarqua avec son père dans la Jetta familiale, et après seulement 1h30 de route sur les 8 qui étaient prévues pour rejoindre le Delaware depuis Toronto, lorsqu'il arriva au poste frontière entre le Canada et les États-Unis, et que le douanier fit un air étrange en scannant son passeport dans l'ordinateur, il comprit que quelque chose n'allait pas. Quelques minutes plus tard, 2 hommes flanqués d'un badge du FBI arrivèrent à sa hauteur et lui demandèrent de l'accompagner. Alors là oui, il comprit qu'il avait été piégé. May, pour se sauver de toute accusation, depuis un moment coopérait avec les fédéraux. La personne A qui avait fourni des preuves pour alimenter le dossier de la justice, c'était lui. Alors, comment tout ça se termine à la fin? Pokora sera dans un premier temps incarcéré dans l'Ohio, puis il sera transféré dans le Delaware en avril 2014. Pour atténuer sa peine, il a collaboré avec toutes les entreprises qu'il avait piratées, en leur montrant par quelle faille il était passé. Il paraît que même le procureur général s'est un peu pris d'affection pour ce petit génie de l'informatique, en expliquant que c'était un gosse brillant, mais qui avait simplement pris la mauvaise direction. Faut bien comprendre qu'à ce moment-là, les gars du groupe, ils savent même pas vraiment chacun ce que sont devenus les autres. Sauf qu'un jour, alors qu'il se rendait de la prison au tribunal, Pokora il s'est retrouvé dans le véhicule du Marshal avec un type qui lui semblait familier. C'était Leroux, frère. Il avait encore jamais vu en vrai, et puis il avait plus donné aucun signe de vie lui depuis le pétage de cap de Wheeler sur eBay. Alors pour le coup, Leroux il s'était fait arrêter quelques temps après Pokora, alors qu'il s'était rangé en plus et qu'il avait trouvé un taf dans un studio de jeux vidéo, Human Head Studios. C'est ceux qui ont fait le premier prêt. Mais bon, le passé finit toujours par te rattraper. D'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse parce que lui aussi c'est un vrai baiser. En fait, à la base, Leroux il avait rien à foutre là. Initialement, il avait été arrêté puis libéré sous caution en attendant son jugement, et il vivait chez ses parents en attendant la sentence. Sauf que il arrêtait pas de paniquer à l'idée que s'il était condamné, il finirait violé ou assassiné en prison. Alors dans la panique, un soir, il a enlevé son bracelet électronique, payé un ami pour traverser la frontière canadienne clandestinement, sauf qu'il s'est fait griller au poste des douaniers, et plutôt que d'accepter son sort, il a sorti un schlass et il s'est harakiri à de multiples reprises. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement, un médecin a pu le sauver in extremis. Bon, évidemment, sa caution a sauté et il est reparti en tôle de suite, jusqu'à la fin, sans déconner genre. Au final, Pokora, qui a alors 22 ans, Neishe Watt et Leroux ont plaidé coupables. Les deux premiers ont pris 18 mois ferme et Leroux 24 mois, notamment à cause de sa tentative d'évasion. Et attends, mais Alcala alors?
Bah lui non plus, il a rien pris, nada niet, parce que comme May, il a fait la balance pour s'en sortir. Il a mis le seul qui n'était pas dans la merde jusqu'ici au fond du trou, Anthony Clark. Vous vous rappelez, après le pétage de plomb de Wheeler avec eBay, il était parti vendre des pièces cheatées sur FIFA. Alcala l'a balancé concernant le cheat qu'exploitait Clark depuis l'explosion du petit groupe. Et il avait grave réussi à faire un truc sérieux en plus. Il avait recruté et la petite équipe de Clark pouvait faire jouer au serveur d'IA jusqu'à 11 500 matchs dans le temps qu'il fallait à un humain pour n'en terminer qu'un seul. Et comme ça, il aurait gagné 16 millions de dollars en vendant des pièces FIFA. Mais bon bah du coup les faits lui sont aussi tombés dessus. Son procès a eu lieu en 2015, il a été reconnu coupable de conspiration en vue de commettre une fraude électronique. Ses avocats ont fait appel car ils estimaient que l'accusation n'avait pas réussi à prouver que le commerce de pièces FIFA de Clark avait réellement posé un préjudice à Electronic Arts. Mais l'appel n'aboutira jamais. Environ un mois avant la date prévue de sa condamnation, Clark sera retrouvé mort chez lui d'un mélange foireux d'alcool et de médicaments à l'âge de 27 ans, avec une fortune estimée à 4 millions de dollars. Enfin, il nous reste un gars qui devait prendre un peu moins que les autres en théorie, celui qui a quand même tout fait partir en sucette, Wheeler. Bah, il a flippé après le passage des flics chez lui et il s'est enfui en République tchèque, qui est le pays d'origine de sa mère. Elle qui sera d'ailleurs arrêtée puis emprisonnée pour l'avoir aidé à s'enfuir. Bref, alors il a traversé l'Europe avec un faux passeport jusqu'à finir par s'installer en Angleterre. Pour la blague, il a essayé de financer via un crowdfunding l'achat d'une Ferrari à 500 000 $, expliquant que son médecin lui avait dit qu'il en avait besoin de cette voiture pour faire face à l'anxiété causée par ses démêlés avec la justice. Évidemment, la campagne n'a jamais abouti. Finalement, après avoir purgé sa peine, Pokora sortira de prison fin 2015. Il a retrouvé sa petite amie, a repris ses études à Toronto et a bossé sur quelques projets à la pige de programmation informatique. Il a été évidemment attristé par la mort de Clark, mais il n'en a jamais vraiment voulu à Alcala, ni à May en fait vraiment, qui ont tous les deux fait ce qu'il fallait pour prendre le moins cher possible. Après, il sait qu'il sera maintenant à jamais persona non grata dans l'industrie du jeu vidéo, mais il se console en se disant qu'il est quand même resté selon lui le plus éthique jusqu'au bout. Ce gamin qui est allé beaucoup trop loin pour fouiller du code, quitte à mettre des titans à genoux. The accusations they have claimed are untrue, and to the best of my knowledge, I haven't committed a crime.